Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 4 août 2024. Bienvenue à l'émission tout le monde. Bienvenue à cette troisième, dernière semaine des Jeux olympiques de Paris. J'espère que vous avez eu l'occasion certainement de pouvoir regarder certaines de ces performances-là. C'est sûr que avec le décalage horaire, c'est certainement pas facile de pogner de quelques-unes de vos performances. Je peux confirmer en tout cas que dans mon cas, pour ce qui est de jeudi matin, j'ai eu l'occasion de regarder le match Canada, le match Canada contre l'Espagne. Il faisait certainement assez chaud dehors. Je me suis dit, hey, je vais aller prendre ma petite marche matinale. Il faisait 40 au ressenti. C'est quoi, me retourner à l'intérieur, je reçois une notification de quelques-uns de nos amis d'Aliou 360. Ah, il y a un match Canada, maudit. Troisième match et dernier de la phase de groupe. Parfait. On va regarder ça. On en rejoindra certainement pendant l'émission. J'espère que vous avez aussi été en mesure de voir la GOAT Simone Biles en action. Oui. Certainement des performances for the ages. D'ici là, on a d'autres choses à vous parler ici à la triple menace. Comme toujours, accompagné de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. Félix, je sais que c'est un thème récurrent sur cette émission-là, mais tu nous as dit la semaine dernière qu'on devait attendre. Okay? Il te restait, et je cite, 3 jours de paix et de bonheur. On est arrivé au mois d'août. Comment est-ce que tu te sens, sachant que l'école arrive? Je veux pas en entendre parler encore aujourd'hui. J'ai décidé finalement, je repoussais encore à plus tard le moment où est-ce que j'allais accepter cette réalité-là. Tu vois, là, on a les Jeux olympiques. Je vais me concentrer sur les Jeux olympiques. On a la saison de baseball. On a les autres sports qui s'en viennent bientôt aussi. Je vais me concentrer là-dessus. J'ai choisi d'ignorer le problème et de le repousser à plus tard parce que quoi de mieux que de vivre dans le déni? Toi, de ton côté, Pop, la saison de la LHJMQ approche à grands pas. Les camps d'entraînement arrivent bientôt. T'as-tu hâte? Ouais, quand même. Surtout que à ma job, tu sais, l'été, c'est beaucoup creux, là, puis surtout dans les 2 semaines de la construction, c'est vraiment... Regarde, je vais te dire, il se passe absolument rien ou presque, là. Puis quand les camps recommencent, on dirait que c'est... Tu sais, c'est comme l'automne qui arrive, fait que dans l'actualité, il y a toujours de plus de choses qui se passent. On dirait que la vraie saison recommence, fait que c'est comme mon signe que... On repart vraiment pour une autre run là, vraiment bientôt. C'est la nouvelle saison qui s'en vient. En ce moment, on est juste dans les épisodes fillers. La prochaine saison commence bientôt. Certainement. Mon épisode fillers d'Oshiaga en fin de semaine était... Ouais, d'ailleurs, c'est ça. Pop qui était à Oshiaga pour voir vraiment un groupe assez vintage, je vous dirais, le groupe de musique assez vintage qui s'appelle Green Day. Incroyable. Je dis vintage parce que Pop, c'est tes années. Donne-nous donc une review musicale de 30 secondes. Comment as-tu trouvé le show de Green Day? Incroyable. Pour vrai, je vais juste faire la petite anecdote parce qu'au départ, moi, je voulais acheter aller voir Green Day à Oshiaga parce qu'il annonçait, parce que la tournée, c'était il allait faire American Idiot et Dookie au grand complet. Mais après, je me suis rendu compte que ça, c'était juste les shows dans les arénas de la tournée qui faisait ça. Puis dans les festivals, ça allait être différent un peu. Fait que je me suis dit, bon, ça va être bon pareil. Regarde, ils joueront les chansons qu'ils veulent. C'était $. C'était absolu cinéma, pour vrai. Puis je vais quand même aussi donner un petit chaleur aux Smashing Pumpkins en première partie qui était bon. Pour vrai, j'ai pas un groupe que je connais vraiment les deep cuts. Je connais juste les gros classiques, mais j'avais souvent entendu parler des fois, là, c'est comme tu sais pas qu'est-ce que tu peux attendre. Tu peux avoir un bon show comme tu peux être extrêmement mauvais. Mais pour vrai, la soirée à Oshiaga, c'était incroyable. Écoute, je viens d'arriver il y a à peu près 2 heures de Montréal. Là. J'ai fait 6 heures de char aujourd'hui. Puis ça n'a pas été long que j'étais déjà reparti pour faire l'enregistrement. Là. Fait que non, grosse fin de semaine.
Vraiment aimé ça. Pop a même découvert Chappell Roan, il a même découvert la musique de 2024, il a même découvert Oui, Chappell je Roan vais juste dire aussi. Oui, j'ai écouté, j'ai pu assister au show de Chappell Roan et aussi de Run et Rap aussi, soit dit en passant. Oui. J'écoute d'ailleurs du Chappell Roan pendant qu'on enregistre ça en ce moment, Pop. Tu sauras que tu m'as inspiré, j'écoute ça en ce moment. Excellent. Je vais juste faire un dernier petit shout-out à Thor que, tu sais, c'est un gars que, tu sais, je connais juste ses gros hits pis tout, je connais 2 chansons de sa part. Mais j'ai vu ses bandmates faire un cover de Through the Fire and Flame de Dragon Force. Et ça, pour moi, c'est l'affaire la plus awesome que j'ai vue de toute la fin de semaine. Puis le pire, c'est qu'ils l'ont vraiment bien fait. C'est ça qui est encore vraiment incroyable. C'était juste très bien exécuté. J'étais renversé. Si vous ne suivez pas Pop sur les médias sociaux, je peux vous dire certainement ce qu'on a vu. C'est une vidéo qui dit Pop circa 2007 à faire Through the Fire and Flame à 100% en difficulté. En plus, Pop, c'est drôle parce que je pense mon meilleur, j'avais déjà fait 93%, je pense. Expert, Pop était un grand joueur de Guitar Hero. J'ai joué jeudi, c'était Clone Hero, c'était la même mot. J'ai joué quelques-unes des tunes que j'avais là-dessus. Là. Moi, je peux faire Gimme Shelter en expert à 100%. Gros flex. Wow, gros flex. Slow down there, buddy, là. C'est pas tout le Fire and Flames, mais c'est ma tune préférée des Rolling Stones en plus. Anyways, les gars, on s'éternise un petit peu sur le sujet. Je pense qu'on a des trucs de sport à jaser quand même. Puis, à quoi bon la saison du baseball, on le sait, là, on est au mois d'août. Et après ça, il nous reste septembre. Puis après ça, c'est les séries éliminatoires. Et qu'est-ce qui veut dire plus on arrive dans ce dernier droit de la saison que la journée limite pour les échanges? C'est ce qu'on a eu cette semaine, mardi dernier, pour être très précis. Les gars, est-ce qu'on a des équipes gagnantes et des équipes perdantes de manière très flagrante à vos yeux? Puis Pop, tu étais déjà lancé à parler un petit peu de ton festival en fin de semaine. Parle-nous donc de ce festival qu'a été la journée limite des transactions. Wow! Quel pas sur le tape, Mio, pour vrai, là, c'était... Tu peux m'appeler Adam Oates. Ou tu peux m'appeler Philippe Dano. T'es-tu bon, c'est fait ça, par exemple? Je suis excellent. Sur EASHL, sur NHL 2007, j'étais centre numéro 1. OK, je vais en tenir en compte de tes bons. Mais la MLB, ça commençait quand même comme un peu comme toutes les dates limites des transactions, ça commençait lentement, puis là, ça a pris du momentum un peu. Pour vrai, à la fin, genre, c'était tellement overwhelming, j'étais genre... Puis 2 heures plus tard, après l'échange, j'ai fait « ce gars-là a été échangé, ça sort de où? » Genre, à un moment donné, ça arrêtait plus pantoute. Puis je plains le gars qui couvre les Marlins de Miami, qui, d'après moi, genre, aux 10 minutes, il y avait un échange pour les Marlins. Puis c'était des bons en plus. On savait qu'ils allaient vendre tout ça, puis ils ont vraiment reconstruit un système d'espoir puis tout ça. Mais aux 10 minutes, ça n'arrêtait pas, genre, tel gars vient de partir des Marlins, Puis on n'a même pas encore échangé Sandy Alcantara, c'est juste pour dire encore, là. Les Marlins, ça apparaît toute la journée. Puis moi, je me souviens, je travaillais avec Passion MLB cette journée-là. D'ailleurs, j'étais sur le show de Passion MLB jeudi soir. Si quelqu'un a envie d'aller écouter ça, nos amis chez Passion MLB. Puis sur Twitter, tu as Craig Mish qui est un peu comme sur le beat des Marlins et tout, qui couvre l'équipe sur une base régulière. Puis à, je pense, 4h30, tu sais, quand les Marlins avaient déjà fait, je pense, 7 échanges dans la journée. Puis il a écrit « Oh my God, there are more trades coming ». Tu sais, cette journée-là, ça a été une journée tranquille. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas vraiment dire qu'ils étaient brûlés à la fin de cette journée-là. Craig Mish, qui couvrait tout ce que les Marlins ont fait, lui, il pouvait dire qu'il était brûlé parce que ça a été une maudite grosse journée pour les Marlins. On a échangé, tu sais, on avait déjà échangé Josh Chisholm dans les jours avant, mais le jour même, tu sais, je pense à Brian Delacruz, je pense à, il y a tellement de releveurs qui ont été échangés, Tanner Scott, JT Chargois, Oscar Brazoban. Tu sais, on a échangé tout le talent des ligues majeures qu'on avait à Miami. On a donné un peu une clinique de c'est quoi être vendeur à la date limite. On a été hyper agressif. Puis pour moi, on en ressort très gagnant à Miami de cette date limite-là.
les Marlins ont été en série l'an passé, mais on s'entend que cette année, ça ne fonctionne plus. L'équipe a abandonné à peu près après un mois. Là. On a échangé Luis Arraez au début de la saison. Ça a pris 2 semaines, il avait déjà abandonné. C'est ça. Puis après un mois, on avait échangé Luis Arraez. La rotation complète était blessée. On n'a pas abandonné la saison. Et là, on a vraiment abandonné pour de bon en échangeant à peu près tout le monde. Il fallait que ça se fasse. Puis on a ramassé beaucoup de gros espoirs pour ça. Ça a été une vente qui a été agressive des Marlins et bravo à eux d'essayer quelque chose. Ça marche plus. On a peut-être atteint quelque chose avec ce noyau-là. Et pour moi, une autre équipe qui a gagné cette date limite des transactions-là, c'est les Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays de Toronto, on le sait, cette équipe-là ne connaît pas une grosse saison. Il y avait des rumeurs peut-être qu'on allait échanger des gars comme Vladimir Guerrero Jr., des gars comme Bo Bichette. Finalement, on a gardé ces gars-là et on a échangé des joueurs de location principalement. Je pense à Yusei Kikuchi, on va revenir sur le chiffre dans 2-3 secondes. Tu as Yusei Kikuchi, tu as Justin Turner, Yimi Garcia, Danny Jansen. Danny Jansen, tous ces gars-là ont quitté, mais l'échange de Yusei Kikuchi est, je m'excuse, un vol à main armée. On a échangé, sérieusement, c'est scandaleux d'avoir obtenu tout ce qu'on a eu pour Yusei Kikuchi, qui est un lanceur qui en arrache depuis un petit moment. Et là, on va voir les Astros qui ont besoin de partir parce qu'ils sont blessés et on a besoin d'essayer de pousser une dernière année à Houston. On se dit, tu sais quoi? On va donner Kikuchi. Arrange-toi avec. En échange, tu vas me donner Jake Bloss, qui est un bon lanceur partant, qui va peut-être arriver dans les majors l'an prochain. Tu vas me donner Joey Loperfido, qui va être un bon joueur, un voltigeur qui va arriver, qui est déjà dans les majeurs en ce moment. Puis en plus de ça, tu sais, le fils de Billy Wagner qui rappe super bien au 3 depuis le début de l'année, là, on va te le prendre aussi. Tu sais, pour un lanceur qui a son contrat fini dans une couple de semaines, là, puis qui n'est pas bon depuis 7-8 départs, là, du mode tout ça, les Astros ont fait ouais, ok, sure, pourquoi pas. Je ne sais pas comment on a pu s'en sortir à Toronto avec ça. L'ancien DG des Astros, James Click, qui travaille maintenant pour les Blue Jays, il devait rire. Il devait tellement rire de niaiser autant que ça son ancienne équipe. Puis pour moi, c'est le plus gros vol à main armée de toute cette date limite des transactions-là. Bravo aux Jays d'avoir fait ça et surtout d'avoir vendu quand même plutôt agressivement, sans avoir touché au gros morceau du noyau. On parlait de Vlad, tantôt Vlad est un des meilleurs frappeurs des majeurs depuis 2-3 semaines. Les Jays sont clairs, on veut essayer de gagner l'an prochain. Pour moi, je pense pas que c'est réaliste. Je pense que les Jays ont plus de reconstruction que ça à faire. Puis il y a des drôles de décisions à long terme, comprends, je trouve, mais pour le moment, à la date limite, les Jays ont fait ce qu'il y avait à faire. On a vendu tout ce qu'on avait à vendre. Puis on en ressort gagnant au final parce qu'on a reconstruit une banque d'espoir qui en avait cruellement besoin. Mais pour ce qui est de ça, par contre, est-ce qu'il y a des équipes que vous pouvez percevoir comme étant des équipes perdantes? Des Astros qui ont payé ce prix-là de fou pour Yusei Kikuchi. Et écoute, je vais y aller peut-être. J'ai pas envie de dire qu'ils sont perdants parce que perdant, c'est un mot qui est fort. Puis c'est vrai qu'ils ont perdu la date limite. Pas une grosse journée maintenant. Mais j'ai pas du tout aimé la date limite des Yankees. Dans le sens où on a été chercher Josh Taylor. C'est bien, c'est super bien. C'est un des meilleurs frappeurs qui était disponible. Je t'ai vu sur Twitter, tu étais agréablement surpris. Et je suis agréablement surpris de Josh Taylor. Je ne suis pas son plus grand fan de base, mais ça a pris 3 games, il m'avait convaincu. On a été solidifié l'enclos avec Mark Tyler Jr. et avec Daniel De Los Santos, qui, dans le cas de Daniel De Los Santos, un peu plus un projet, mais on essaie d'aller chercher des bras. On avait besoin de bras chez les Yankees. Ce que j'aime un peu moins, par contre, de cette date limite-là, les Yankees, on l'a vu dans le mois précédent de la date limite, c'était très difficile. On accumulait les défaites et on a vu les Orioles on les ont rattrapés au sommet de la division. Et encore là, les Orioles qui n'ont pas été parfaits dans ce mois-là, mais veut pas, ont quand même rattrapé les Yankees. Et là, tu regardes ça, tu dis, tu as une année garantie de Juan Soto, parce que Juan Soto peut quitter cet hiver, devient joueur autonome. Aaron Judge est le meilleur frappeur du sport et le meilleur frappeur de sa génération, mais prend de l'âge. Garrett Cole, conditions difficiles, reste un excellent lanceur, prend de l'âge. Pour moi, toutes les conditions étaient réunies pour que les Yankees soient all-in cette année. Et on a fait des bonnes transactions quand même dans l'ensemble. Payer Josh Taylor, Mark Leiter au prix qu'on les a eu, c'est des bonnes transactions. Mais ça prenait un autre coup d'éclat. Fallait y aller all-in. On ne pouvait pas se permettre d'être un peu passif chez les Yankees. Pour moi, il manque un morceau. Il manque un Jack Flaherty. Il manque un partant là-dedans ou à la limite un autre rappeur. Puis je comprends que les prix étaient élevés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vendeurs, mais si t'es pas all-in, c'est surtout que l'échange de Kikuchi a tellement reseté le marché après ça. Les partants, c'était fou. Le lendemain, tu as Trevor Rogers, le jour de la limite, tu as Trevor Rogers qui est un partant hyper ordinaire des Marlins qui a été échangé aux Orioles. Les Orioles ont donné Kyle Stowers puis Connor Norby, 2 excellents jeunes frappeurs c'était un prix de fou pour un gars qui est vraiment ordinaire en Rogers. C'est sûr que les prix étaient élevés, mais en même temps, c'était les Yankees.
c'est tellement l'année qui est toute désignée pour y aller all-in puis faire une ou deux transactions que, oui, tu sais quoi, tu risques de perdre cette transaction-là, mais à court terme, tu t'améliores, puis ton objectif, c'est de gagner une série mondiale cette année parce que c'est cette année que tu as Juan Soto. Et pour moi, il manque ce petit mouvement-là qui donnait vraiment une chance aux Yankees de s'assurer de se rendre loin en série, d'aller chercher un peu de renfort pour ça. Moi, plus dans la catégorie gagnant que je vais mettre un peu, est-ce qu'on peut quand même saluer les Mariners de Seattle qui ont réglé pas mal leur grosse lacune, c'est-à-dire l'offensive, alors qu'ils étaient derniers un peu de tout. Puis, je regarde, j'essaie de trouver les Mariners de Seattle depuis justement la date limite des échanges. Je pense qu'ils sont partis, genre, tu sais, Randy Arozarena, c'était le bâton à aller chercher du côté de Seattle. On sait sa réputation comme gars qui est capable d'aller chercher le gros coup sûr pour faire mal, surtout rendu en séries éliminatoires. Et là, tu viens de gagner 2 matchs sur 3 contre les Phillies de Philadelphie, qui d'ailleurs vont tout croche ces temps-ci pour une raison que j'ignore pour l'instant. 6 points, 10 points. OK, match de 3-2 contre les Red Sox, 10-6 victoires contre les Red Sox, puis une défaite de 14-7. Je pense que du côté de Seattle, si on est capable de se replacer, c'est là que ça pourrait être payant parce qu'on se rappelle, on joue le titre de division où c'est rien. On ne gagne pas la division ouest de l'américaine, on va manquer les séries. Parce que les Yankees ou les Orioles, avec les Twins et les Royals, vont occuper les 3 places pour le meilleur deuxième. Fait que ça va être Mariners contre les Astros jusqu'à la fin de tout. Et là, si on peut avoir juste un petit peu, juste un petit peu plus d'attaque du côté de Seattle, moi, je serais super partant. Puis, je veux quand même aussi donner des fleurs aux Guardians de Cleveland qui ont fait pas des super gros moves, mais un Lane Thomas qui solidifie ta rotation de frappeur. Moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas. Moi, j'étais genre, Est-ce assez pop pour conserver la tête de la centrale? Je pense que oui. Je pense qu'on n'avait pas besoin de grand-chose à Cleveland. Puis Pop, tu me diras si tu es d'accord, là, mais je pense qu'on n'avait pas besoin de grand-chose. On a été chercher Lane Thomas, puis Alex Cobb aussi, qui n'a pas lancé de l'année, est capable d'être un bon lanceur quand il est en santé, devrait revenir bientôt. D'ailleurs, moi, j'ai aimé, puis je pense que les Guardians sont partis pour la gloire dans cette division-là, en tout cas. En tout cas, si les Twins et les Royals pourraient perdre une fois de temps en temps, puis quand les Red Sox gagnent, ça me ferait bien du bien. Là, moi, je l'ai dit encore, mais là, je vais me fâcher encore plus, là. Pop, tu as précédemment mentionné l'ouest de l'américaine. C'est triste que je dis ça, là, mais quand on jasait avec les boys de Passion MLB sur l'une des émissions qu'on avait faites, j'avais mis comme MVP un choix un petit peu spécial, mais juste parce que peut-être qu'on allait le revoir son passé, ce qu'il était pré-2021, disons. Mike Trout. Sa saison est terminée, les gars. What a shocker. Je suis à terre, je fais le bacon parce que j'ai une trop grande réaction en ce moment. C'est ça, c'est pas par les émotions. C'est pas une nouvelle choquante, mais c'est décevant triste, de voir le talent ouais. qu'est Mike Trout, devoir être une fois de plus mis de côté pour la saison. Puis là, c'est pas grâce à des mauvaises performances puis que les Angels sont pas capables de ramasser des victoires cette fois-ci, mais là, c'est juste parce que Mike Trout... mais ça, les Angels qui ramassent pas de victoire, ils faisaient ça même avec lui dans son prime. Fait que... Ben justement, c'est ça que je dis, là, cette fois-ci, c'est pas les victoires, là, cette fois-ci, c'est sa santé. Là. C'est ça, puis c'est tellement dommage parce que quand Mike Trout est arrivé, c'est quasiment un peu ironique. On le comparait à Ken Griffey Jr. dans le sens que c'est un gars qui peut tout faire sur un terrain de baseball, contact, puissance, vitesse, défense. Le gars avait tout. Et les deux sont arrivés un peu pareil. Des très, très grosses premières saisons. Et là, deuxième moitié de carrière, les blessures nous privent de voir ces talents-là tellement spéciaux et tout qu'on les voit plus. Là. Puis Mike Trout, oui, les blessures et tout, mais les gens, j'espère qu'on n'oubliera jamais que Mike Trout, en santé, est l'un des meilleurs joueurs, pas de sa génération, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la MLB. Ce gars-là, talent pur, il n'y en a pas eu 1000 des Mike Trout dans l'histoire des majeurs. Puis je pense qu'on espère tous le revoir en santé, redevenir le Mike Trout qu'on connaît. Est-ce que c'est réaliste de penser que Mike Trout va redevenir le Mike Trout qu'on a déjà connu? Malheureusement, j'ai l'impression que non. Ce qui est peut-être possible, c'est que les Angels en fassent soit un voltigeur de coin ou un frappeur désigné à temps plein. Je pense que c'est la seule option parce que, tu sais,
des problèmes de dos. C'est son genou qui l'a lâché cette année. Je ne sais pas comment on peut peut-être diminuer sa charge de travail. S'il joue dans le centre aussi souvent, c'est sûr, c'est de courir après le trouble. Puis j'espère vraiment qu'on va trouver la solution. J'espère que Mike Trout va être capable de redonner ce qu'il a déjà été, mais malheureusement, j'ai de la grosse difficulté. T'sais, on parle tout le temps de Giancarlo Stanton qui est blessé. Même Brian Cashman, le DG, l'avait dit, ce gars-là a une blessure annuelle. Giancarlo Stanton a joué plus de matchs que Mike Trout depuis 2021. Puis beaucoup plus de matchs que Mike Trout depuis 2021. Et c'est terrible qu'on soit privé de Mike Trout. C'est même toi qui avais déjà mentionné que Anthony Volpe a plus de matchs joués dans la MLB dans la décennie 2020 que Mike Trout. Depuis 2021. Depuis 2021, Anthony Volpe a joué plus de matchs que Mike Trout dans les majeurs. Anthony Volpe a fait ses en 2023. C'est terrible. C'est terrible. Moi, tu sais ce que j'ai peur? Tu parles des comparatifs Ken Griffey Jr. Moi, j'ai peur de ce qui va arriver avec Albert Pujols. Dans le sens que mettons un kid né en 2008, 2007-2008, découvre le baseball genre à 4-5 ans et qui voit, qui va grandir juste en ayant vu Albert Pujols en fin de carrière dans le creux de en fin de prime avec les Angels de Los Angeles, mais qui n'aura jamais connu le Albert Pujols qui a détruit le baseball majeur pendant 10 ans avec les Cards de Saint-Louis. Fait imagine un bébé qui est né durant la pandémie qui aura juste vu Mike Trout être blessé puis manquer des matchs à tout bout de champ, alors qu'il n'aura jamais... Lui, il va juste avoir ça dans son souvenir, mais il n'aura jamais connu Mike Trout depuis 2012, quand il a gagné 3 MVP en quasiment 7 ans. Là. Mais la bonne nouvelle, par exemple, c'est que les bébés qui sont nés récemment vont avoir la chance de voir une très, très grande saison. En fait, je dirais même une saison historique de Mike Trout l'an prochain, parce que le DG des Angels cette semaine, Perry Minasian, a dit, et je le cite, Mike Trout en ce moment a l'air d'être un guerrier au repos, un guerrier qui a dû mettre un genou au sol, mais qui se prépare pour la prochaine saison. Et le DG des Angels a une prédiction, conservatrice par rapport à Mike Trout l'an prochain. Non seulement Mike Trout va être en santé, OK? Mais Mike Trout va être MVP et il va taper... c'est une chose. Et il va pas taper 40 circuits. Il va pas en taper 50. Il va pas en taper 60. Non. Il va en taper 70. Je vous rappelle qu'en ce moment, là, Aaron Judge, qui est le meilleur frappeur des majeurs, qui frappe des circuits comme de mon vivant, je n'ai jamais vu un gars taper des circuits comme lui. J'ai pas vu Barry Bonds. C'est le meilleur frappeur des circuits depuis Barry Bonds, j'ai envie de dire. Aaron Judge a une saison de 62 circuits. Et cette année, dans une autre année où il est incroyable, il a eu un mauvais premier mois, mais tu sais, depuis ce temps-là, il frappe un rythme qui est, pour le commun des mortels, insoutenable. Puis, est en voie d'en frapper 60 cette année. Est en voie d'en frapper 60. Mais Mike Trout, lui, l'année prochaine, va en frapper 70. Mais tu sais, la saison de 62 de Judge, en plus, je me rappelle à quel point ça a soulevé les passions. T'es comme, oh my God. Il y avait une course, on voyait chaque jour, on avait des mises à jour sur sa progression au 62. Puis Manuel, tu avais le fils de Roger Maris qui était devenu le gars le plus détesté de toute MLB Twitter parce qu'il disait genre c'est mon père le vrai home run king parce que Barry Bonds, Mark McGwire, c'était des tricheurs et tout ça. Je suis genre ta gueule, on t'a donné le projecteur 15 minutes. On te donne le projecteur 15 minutes. Tu veux j'étais genre calme-toi, big là. Pop, reste un petit peu avec moi parce que tu vas closer le bloc baseball. Okay. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, Blake Snell a lancé cette semaine un match sans point ni coup sûr. Je sais que tu voulais en parler. Tu nous en as pas donné plus que ça, mais le show est à toi. Amuse-toi. Premièrement, je pensais pas que Blake Snell allait rester avec les Giants de San Francisco. Je pense qu'il y avait une sorte de momentum dans les derniers jours pour voir est-ce que Blake Snell va rester avec les Giants? Est-ce qu'on le voit changer d'idée? Parce que Blake Snell, quand tu y penses, c'est le meilleur joueur de location dans tout le baseball majeur que tu peux trouver présentement. Puis j'ai les stats même pour le prouver en ce moment. Oh. Blake Snell, depuis 2016, allez voir ses stats avant et après le match des étoiles. C'est absolument dégueulasse. Pour vrai, depuis 2016, Blake Snell a une moyenne très moyenne de 3,98 avant le match des étoiles. Après le match des étoiles,
sa moyenne de points mérités depuis 2016, 2,43. Il y en a il y a des années que c'est en bas de 1, je pense. Ça se peut-tu? J'ai le plus beau qu'il a déjà fait. Hey, écoute, en 2022, l'année avant, juste l'année précédente, qu'il gagne son deuxième Cy Young, 5,22 points mérités en moyenne avant le match des étoiles. Après le match des étoiles, il est à 2,19. C'est absolument indécent. Et là, il vient de faire un match sans points ni coup sûr pour les Giants. À ses 5 derniers départs, Blake Snell, les frappeurs contre lui sont 5 en 108. À ses 5 derniers départs. Le gars va encore faire la même chose cette année. J'en reviens pas, ce gars-là va absolument tout détruire. Avancer sur un autre sujet, je vais essayer d'aller voir présentement c'est quoi sa moyenne de points mérités depuis le match des étoiles, puis en comparatif avec son ancien, je vous reviens dans 2 secondes. Je peux certainement dire que 5 en 108, on parle de 4,6 %. Ouais, mais t'as peu. Tu le calcules en moyenne, le calcul n'est pas pareil, par exemple. 5 en 108. Non, mais je parle. Non, mais. Le gars frappe pour 0,46. Après, il frappe 0,40. Ouais, c'est 0,046. C'est fou. Un gars qui frappe, normalement, je pense que Louis Hill a déjà été le meneur des majeurs plus tôt cette saison. Les gars frappaient 190 contre lui, je pense. 0,046, c'est fou. Ça n'a aucun sens. OK, je l'ai ici. Et ça, c'est pour toute sa carrière, OK? Blake Snell's première moitié de saison, dossier de 28-39, points mérités de 3,98. Deuxième moitié de saison, 40 victoires, 17 défaites, 2,39 après le match des étoiles. Ouais, juste ça. Juste ça. Normal. Rien de moins. Puis, je suis quand même surpris. J'aurais pensé qu'il serait parti au match des étoiles. On sait qu'il devient joueur autonome. Il s'était essayé après le fiasco avec Scott Boras de dire je vais juste signer un an, puis je vais essayer d'en faire ma valeur sur le marché. Là, s'il continue à faire ça, chez les Giants, qui, on sait, jouent dans un stade qui avantage les lanceurs, au palais, là. Ouais, 100%. Puis peut-être qu'il va vouloir rester. Peut-être que, tu sais, c'est sûr qu'il va utiliser son option de sortie partie comme c'est là. Tu sais, il restera pas parce qu'il y a une option pour rester l'an prochain. Je pense qu'il va vouloir sortir de son contrat puis aller signer un plus gros contrat. Mais, tu sais, si t'es les Giants puis tu le vois avoir une saison comme ça, peut-être que tu lui donnes un autre contrat l'année d'après. Puis, tu sais, il n'y a pas longtemps, on parlait de Blake Snell, c'était une catastrophe, son contrat et tout. Il est en train de faire mentir beaucoup de gens en ce moment avec encore une fois une autre grosse deuxième moitié de saison. Puis c'est tant mieux pour les Giants, tant mieux pour lui si on est capable de rebondir. Puis ce qui est le fun aussi pour Blake Snell, il a toujours eu cette réputation-là de gars qui est très bon, mais qui lance 5-6 manches par départ. Là, un match sans point ni coup sûr, il l'a dit, il dit personne ne peut me l'enlever. Lâchez-moi avec vous, je ne suis pas capable d'aller loin dans un match. J'ai fait 9 manches sans accorder un seul coup sûr, puis effectivement, on ne peut pas y enlever ça. Blake Snell a lancé un match sans point ni coup sûr. Kevin Cash qui voit Blake Snell lancer 114 pitches durant un match puis faire 9 manches. Ouais. He is in fucking shambles right now. Ben oui. Mais il est toujours un Giant. Ça, c'est certainement l'affaire. Boys, ça m'amène au prochain bloc football. J'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous attendiez à ce que les Bears soient la seule équipe invaincue à date? Écoute, niveau pré-saison, là, je pense que la dernière affaire qui m'intéresse, c'est les victoires des fêtes en pré-saison. C'est la chose la moins représentative qui existe au monde entier, je pense. Tout ça pour dire, les Bears ont joué le premier match de la pré-saison, l'ont remporté 21-17. Cool, c'était le match du temple de la renommée. Mais la grosse histoire du match, c'est même pas le fait qu'on a introduit quelques joueurs au temple de la renommée officiellement. Même pas le fait qu'on a peut-être introduit le meilleur retourneur de botté de tous les temps. Non. C'est pas cette discussion sur les bottées qui fait jaser, mais c'est sur la nouvelle règle de botté d'envoi. Puis Félix, je sais que tu avais un petit coup de gueule là-dessus à faire. Un coup de gueule, c'est un peu fort, mais c'est... Si vous ne l'avez pas vu encore, allez voir les images de ce match-là, les bottées d'envoi, les kick-offs et tout, là. Je sais pas si c'est juste moi, OK? Mais ça va me prendre un peu beaucoup de temps à m'habituer de... Tu sais, on avait su à quoi la règle ressemblait. Quand tu le vois dans la vraie vie, c'est déroutant. Tu sais, avant c'était simple, tu avais comme
le botteur avec tous ses coéquipiers qui étaient là, puis tu avais les bloqueurs qui étaient placés, qui étaient dispersés sur le terrain. Là, maintenant, de la façon que c'est fait, tu as le botteur qui est seul au monde entier, qui a à peu près 40 verges qui le séparent d'à peu près tout le monde. Et en dedans de 10 verges, tu as 20 joueurs, 10 de chaque équipe qui sont là, qui sont prêts à se rentrer dedans. Ah ben non, c'est pas vrai, il y en a 19. Il y en a 10 de l'équipe qui botte, puis il y en a 9 de l'autre équipe. Puis tu as les 2 retourneurs qui sont comme dans la zone de retour. Okay? C'est comme un 10-15 verges. La zone de début, après la zone de début, c'est comme les 10-15 premières verges du terrain. Et c'est vraiment dérangeant. Le botté part, les gars se mettent à se bloquer. Puis peut-être que je vais m'habituer éventuellement, mais honnêtement, là, ça m'a déconcerté quand j'ai vu ça. Puis ceux qui ne l'ont pas vu, prenez le temps d'aller voir ça. C'est assez dérangeant. Pour vrai, c'est. Puis peut-être qu'éventuellement, je voudrais dire que c'était une super bonne innovation, mais quand tu le vois pour la première fois, ça te saute aux yeux. C'est assez particulier. On parle quand même des Bears de ça, puis bon, on s'est assuré maintenant de garder les services de DJ Moore chez les Bears. On parle d'un contrat de 4 ans d'une valeur totale de 110 millions de dollars, dont 82 millions garantis. Maintenant, puis en plus, on rajoute Keenan Allen parmi ce groupe de receveurs pour Caleb Williams, qui va être une recrue. Félix, je te passe la balle en premier. Comment est-ce que tu perçois ça pour les Bears? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose pour lequel tu es optimiste? Est-ce qu'au contraire, tu es pessimiste? Ou est-ce que même tu te retrouves dans le milieu puis tu es relativement indifférent? Je ne suis pas un grand fan de DJ Moore, dans le sens où je sais que le gars est talentueux et tout, mais j'ai jamais été son plus grand fan. Oui, il a été pris avec des mauvaises équipes, mais je ne vois pas nécessairement le vrai receveur de premier plan. Mais tu as une bonne saison l'an passé. Je comprends pourquoi les Bears ils ont fait confiance. 110 millions sur 4 ans, c'est fou, mais c'est le marché pour les receveurs en ce moment. Si tu veux garder un receveur, il faut que tu payes. Pour moi, c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, Keenan Allen va quitter l'an prochain. C'est une dernière année de contrat et je pense qu'on va lui donner 1 an. Et surtout, il ne faut pas oublier Rome Odunze, qu'on a pris au 9e rang du dernier repêchage. Le receveur avec un format assez imposant de Washington qui va se trouver une niche dans cette attaque-là des Bears. Moi, ce que j'aime de ça, qu'on ait payé DJ Moore et qu'on a été chez Keenan Allen et qu'on ait repêché Rome Odunze, Caleb Williams arrive dans une situation où est-ce qu'il va avoir des armes à profusion. Même DeAndre Swift et Cole Kmet. Cole Kmet qui est un allié rapproché, et DeAndre Swift qui est le porteur de ballon. Ça te fait quand même un sérieux personnel de joueurs de talent offensif qui vont vraiment aider Caleb Williams. Un carrière recru, on le sait, va avoir besoin d'être bien supporté. Puis les équipes qui payent un carrière à un salaire de recrue doivent en profiter pour maximiser ailleurs. Payer DJ Moore, je pense que ça s'inscrit un peu dans cette ligne-là de on en profite pendant que notre carrière a un contrat de recrue, puis on va payer des gros contrats pendant ce temps-là. Keenan Allen aussi, c'est ça. On voulait payer le gros argent, on l'amène pendant qu'on peut se le permettre. Avec DJ Moore, Keenan Allen, Rome Odunze, ça va faire 3 receveurs. Ça va être difficile de couvrir ces 3 receveurs-là des Bears. Et je pense que ça va beaucoup aider Caleb Williams dans sa transition vers la NFL. Les boys, je vais juste vous poser la question. Êtes-vous aussi optimiste que Adam Rank de NFL.com Non, parle-moi pas d'Adam Rank. Qui a prédit une saison de 12 victoires et 5 défaites des Bears en 2024. Attendez. Avec un sweep de 2 victoires contre les Lions de Détroit durant la saison. Nope. Jamais. Je pense que pour vrai, ça je le dis sincèrement, je pense que les Bears peuvent peut-être surprendre et se battre pour une place en série. Je pense que ce serait une très bonne saison pour les Bears si on est à 9 et 8. Peut-être même 10 et 7. 12 et 5, non. Le Titan du Tennessee Special, c'est ça, j'entends. Les Titans vont être 12 et 5. En fait, les Titans vont être 17-0, man. 17-0. Mais, écoute, pour vrai, dans à peu près le 2e tiers de la saison, je regarde les adversaires des Bears, puis dans l'ordre, t'as Caroline, Jacksonville, t'as un bye, Washington, les Cards, puis les Pats. Si tu vas pas chercher 5 victoires au moins là-dedans, au moins 4 victoires là-dedans, c'est là que ça va passer, casser pour cette saison-là du côté de Chicago. Les gars, je sais que Félix, il avait hâte que College Football 25 sorte. Mais là, ça devient bientôt l'heure de passer dans le cours des grands.
parce que c'est Madden 25 qui s'en vient, qui approche à grands pas. Et on a sorti finalement les classements, les notes, les cotes pour chacun des joueurs. Et on a notamment reçu là-dedans le classement des 10 meilleurs corps arrière selon le jeu. Juste pour vous donner un petit aperçu du tableau, on a Kirk Cousins, Brock Purdy, Jalen Hurts, Justin Herbert qui sont tous entre 84 à 87. Ensuite, on commence à être dans un plus haut échelon, selon le jeu, bien sûr. C'est ce qui nous amène au prochain débat. Mais Justin Herbert à 87, Tua Tagovailoa à 88, et ensuite, dans le 90, on a Dak Prescott à 90, Josh Allen à 92, Joe Burrow 93, Lamar Jackson 98 et sans surprise, Patrick Mahomes à 99. Je sais que Félix, ça fait pas trop ton affaire. Puis j'ai envie d'entendre un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette liste peut être si désastreuse? Écoute, le haut de la liste, bon, je trouve que Lamar Jackson est un peu haut. Je trouve que Tua est un peu haut aussi. Mais ça va, tu sais, à la limite, ça se défend. C'est des gars qui ont quand même une certaine feuille de route, OK, et tout. Moi, ce qui me choque dans cette liste-là, OK, il faut descendre un petit peu plus bas. OK? On regarde, mettons, des carrières un peu plus bas. Tu sais, je pense à, mettons, un Russell Wilson à 76, par exemple, ou un légende des Steelers, Russell Wilson. Un Derek Carr à 75 et tout. Puis, tu sais, même un Bryce Young à 73, un Gardner Minshew à 73. Et là, on arrive au 72 après, OK? Andy Dalton, Joe Flacco. Andy Dalton et Joe Flacco. Je répète ces deux noms. Et avec eux, Will Levis. Will Levis. 32e meilleur carrière du jeu selon Madden. Will Levis. Est-ce que Will Levis était parfait l'an passé? Non. Est-ce que Will Levis était meilleur que Andy Dalton et Derek Carr l'an passé? Oui. Oui. Oui, oui, et oui, une autre fois pour être vraiment sûr que tout le monde à la maison a bien compris. Et je vais en acheter un autre. Oui. Will Levis était meilleur que tous ces gars-là. Et puis Madden a toujours tendance à diminuer un peu les notes des jeunes. T'sais, on ne va pas surnoter un jeune. T'sais, je pense à, mettons, Puka Nacua, cette année, est un 84, ce qui est assez faible, même overall, que Gabe Davis. D'ailleurs, ça, c'est un autre petit coup de gueule que j'ai, mais je vais vous l'épargner pour celle-là. Will Levis, 72, c'est beaucoup trop bas, surtout derrière des gars qui ont eu des moins bonnes premières saisons que lui. Bryce Young, qui est plus haut que lui. Ça, il faut me l'expliquer. Et écoute, Pop. Je vais te l'expliquer tout de suite. C'est un QB sorti premier overall qui provient d'Alabama. Probablement. Probablement qu'on lui donne le bénéfice du doute. Même si c'était bien moins bon que Will Levis l'an passé. Et Pop, pour ton plus grand bonheur, je t'invite à regarder la liste quand tu auras 2 secondes. Sais-tu où se trouve Daniel Jones sur ce top 32 des carrières? Sûrement au premier rang avec une cote de 100 devant Patrick Mahomes. Daniel Jones n'est pas dans le top 32 des carrières de la NFL, selon Madden. You're disrespecting my king! Et le pire joueur, la pire note de Madden, parce que je sais que ça peut en faire rire certains, le pire overall à Madden cette année est un overall de 49. Et c'est pas, tu sais, souvent, il y a, mettons, des long snappers qu'on place comme il est rapproché, qui ont des overalls. Tu sais, un mec en wish kid, genre, je veux juste être dans le jeu. Genre. Le pire overall du jeu, 49, c'est Nathan Peterman, qui est une légende pour lancer des passes à l'autre équipe. Nathan Peterman, 49. 49, à part pour les long snappers qu'on met comme ailier rapproché, là, je n'ai jamais vu un joueur avoir 49 à sa position naturelle. C'est épouvantable. Je ne sais pas comment on est arrivé à ça, mais c'est incroyable à quel point c'est bas. Puis c'est... Comment? 60... Mettez le 60 un peu. Ayez un peu de respect quand même. Le GOAT de Pop, Daniel Jones, est un 71 sur l'échelle des carrières. Puis derrière Andy Dalton, Pop. Puis un autre que je fais ressortir... au moins 69 pour au moins que ça soit drôle un peu. Un autre que je vais ressortir, là, mais Caleb Williams est 76. Excuse-moi. Cet homme n'a pas il n'a pas encore joué de match. J'ai jamais vu Caleb Williams remonter 16 points à Miami un lundi soir encore. Moi, je l'ai vu. En 3 minutes. 3 minutes. En tout cas, je m'arrête là avant d'aller plus loin. C'est pas le seul. Mais tu sais, ça me fait tellement plaisir parce que ça me ramène un des
de mes petits plaisirs favoris de l'Internet à ce temps-ci de l'année, c'est de voir à quel point que les joueurs de la NFL sont les plus gros crybabies de l'histoire du sport quand ils sont insultés noirs par leur rating à Madden. Puis ils sont tous... Hein, j'ai jamais vu un gars de la NFL dire « Sais-tu quoi? Mon rating est assez bon. » Sauf les 99. Les 99 trouvent tout le temps oui. Je suis sûr que genre Patrick Mahomes aurait vu mettre 98, il aurait trouvé le moyen de chialer. Probablement. Honnêtement, s'il y avait eu 98, ça aurait été scandaleux. Très, très sûrement. Puis les boys, c'est pas... Mais bref, tout ça pour dire que des fois, les joueurs de la NFL sont les plus gros crybabies du sport. Puis ça, ça fait ressortir ce côté-là des fois. Puis je suis comme, hey! Puis tu sais quoi, Pop? On en a eu l'exemple parfait aussi parce que ce n'est pas la seule liste de notes qui est sortie cette semaine, mais le fameux top 100 des meilleurs joueurs cette fois-ci 2024. C'est la 14e édition du classement, puis pour la première fois de son histoire. Puis ça me sidère, ça me décrisse les jambes en deux. Je deviens Derrick Rose juste à y penser. Au fait que le premier receveur de tous les temps à obtenir le premier rang du top 100 des joueurs de la NFL, c'est Tyreek Hill. Les gars, ouais, je sais qu'il n'était pas très aimé, mais Antonio Brown n'a pas été premier. Non. Antonio Brown n'a jamais terminé premier de ce classement. Antonio Brown aurait dû être MVP en 2018. Aurait dû être, mais on a préféré le donner à Tom Brady parce que c'est un corps arrière. Tom Brady a volé ce classement-là à Antonio Brown. Antonio Brown aurait dû être le premier receveur de ce classement-là, puis on a préféré le donner à Tyreek Hill. Puis, oui, c'est un excellent receveur, mais numéro 1, pour de vrai. Moi, tu vois, je vais parler un peu de ça. Déjà, tu parles de numéro 1, Tyreek Hill. Okay? Tyreek Hill est, selon moi, même pas le meilleur receveur de la NFL. Justin Jefferson, à moins qu'il soit mort ou quelque chose, je pense que c'est encore le meilleur de la ligue. Et puis, honnêtement, CeeDee Lamb est rendu là aussi. Tu sais, tu as ces deux gars-là. Puis, Tyreek Hill est un... Jamar Chase était une petite coche en dessous, mais tu sais, il est là aussi. Mais tu sais, pour moi, c'est Jefferson, Lamb, puis tu as même une petite coche. C'est Tyreek qui est là, mais tu as quand même une petite coche en dessous. Puis encore là, tu sais, j'en ai rien à Tyreek, qui est vraiment un très, très bon receveur. Meilleur joueur de la NFL. Pardon. Et écoute, c'est les joueurs qui votent pour ça, là. Ouais, j'en reviens pas. Puis, tu vois, tu sais, on parle souvent, surtout dans la NBA, de l'argument du voters fatigue, qui se traduit un peu par la fatigue des gens qui votent, c'est que pas tout le temps voter le même premier et tout, OK? Quand tu regardes le reste du classement, là, numéro 2, c'est pas Patrick Mahomes, Lamar Jackson. Numéro 3, bon, OK, certainement, Patrick Mahomes dans le top 3. Non, je m'excuse. Je veux absolument la team de PR autour de Lamar Jackson. C'est incroyable. Je veux engager sa team de PR pour, genre, me créer un mythe autour de moi. Ça n'a aucun bon sens. C'est incroyable. Numéro 3, tu dis, OK, bon, Patrick Mahomes, tu sais, meilleur carrière, meilleur joueur à la position la plus importante du sport, doit être dans le top 3 certainement. Non, Christian McCaffrey est là. Mahomes va descendre à la position numéro 4, et je m'excuse. Patrick Mahomes, qui est autre chose que premier, ça n'a pas d'allure. Patrick Mahomes, qui est autre chose que sur le podium. Come on. Vraiment, là. Puis écoute, pour prouver que je ne fais pas juste défendre les Chiefs, que j'apprécie. Félix. Je ne suis pas un gros fan des Chiefs tant que ça. Travis Kelce, 9e. Est-ce qu'on peut parler de Travis Kelce, 9e? Qu'est-ce qu'il fait là? Descends de là. On peut-tu parler de qui 8e? C'est qui 8e déjà? Ah oui, c'est vrai, TJ Watt. TJ Watt mérite d'être plus haut aussi. Oui. Nothing I'm not used to pour mais tu sais, tu regardes ça, là. Travis Kelce a eu une bonne run de série. Il était pas très bon cette année, Travis Kelce, là. Il était pas très bon. Une bonne run de série. Ah, tu sais quoi? 9e. Come on. 2024, Travis Kelce, 9e? Non. Puis Patrick Mahomes, 4e. Ce gars-là vient de gagner un Super Bowl avec peut-être le pire groupe de receveurs que j'ai vu une équipe sérieuse avoir dans les dernières années. Quoique là, les Bills sont en train d'en construire un pas pire aussi, là. Ce gars-là avait presque rien comme receveur, Patrick Mahomes. Il avait Marquez Valdez-Scantling qui joue un gros rôle. Marquez Valdez-Scantling qui joue un gros rôle et a été capable de gagner un Super Bowl avec ça. Sérieusement, le fait qu'il ne soit pas premier, je m'excuse, mais ça me jette sur le cul. Ça me jette sur le cul. Moi, je pense que Christian McCaffrey devrait guérir le cancer pour qu'il y ait un peu de reconnaissance à un moment donné. On parlait de MVP. Troisième, c'est bien. Je l'aurais mis deuxième derrière Mahomes.
Moi, tu me demandes, là, moi, ça aurait été Fuck Mahomes, off, McCaffrey, premier. puis Bucky. Fuck off. Tant qu'à pas mettre encore Ariel numéro 1, tu mets CMC, that's it. McCaffrey est le meilleur non-carrière de la NFL. Ça, je te le donne. Bon. Mais Oui. j'ai Mahomes quand même numéro 1. C'était mon MVP. Fair. Ça aurait dû l'être. Fair. Ça aurait dû l'être. Pour compléter un peu ce bloc football, juste un petit survol de ce qui est arrivé. Du côté des Buccaneers, on s'assure des services de Tristan Wirfs, pas mal, on peut dire, pas mal le meilleur joueur de ligne offensive de toute la NFL. Il devient d'ailleurs le mieux payé à ce poste. Donc, bonne nouvelle du côté des Buccaneers autour de ça. Puis avec maintenant, avec Baker Mayfield pour le futur approché, il va être bien protégé. Ensuite de ça, Bill Belichick qui va avoir une nouvelle émission qui s'appelle le Coach, qui va être produit par c'est la boîte de production Underdog. Ça va être surtout un travail d'analyse du jeu, puis un peu ce qu'on voyait avec John Gruden dans le temps, là, mais ça, c'est avant qu'il se fasse canceller. Puis sinon, Genre pour une deuxième fois, genre. Mais non, mais c'est ça. Fait que on va voir beaucoup de Bill Belichick. Bill Belichick qui a fait une autre sortie médiatique, je ne sais plus c'était pour quelle occasion très exactement, mais il était le fun. C'était un... Non. Pour vrai, Bill Belichick, genre, il est en mode business sur le terrain de football, mais pour vrai, puis ça, même moi, je m'en suis rendu compte vraiment sur le tard, ce gars-là est vraiment divertissant. Oui. OK, Genre, un show d'humour, OK. Hear me out. Bill Belichick avec Kawhi Leonard dans un show d'humour. Non, un podcast! Un podcast, tu sais, genre, tu sais, l'entrevue, genre, Shaq pis Kobe pis tout ça, tu mets Kawhi Leonard avec Bill Belichick, face-to-face, one-on-one pour un épisode de 1h30. Je vends un rein pour financer ça. Là. Tu comptes le nombre de fois que les deux gorilles, si c'est en haut de 2.5, tout le monde a perdu. Le over-under est à 2.5, la cote est à 3. Exact. Puis il n'y a rien qui sonne plus début des camps d'entraînement dans la NFL que des joueurs qui se blessent. Bon, ben, du côté des Chargers, Justin Herbert n'est pas à 100%. Ça sera en fait à déterminer pour ce qui est de la première semaine d'activité. Puis, pas comme si ça allait faire grand-chose dans toute la dynamique de l'américaine, mais DeAndre Hopkins, on s'attend à une blessure de 4 à 6 semaines. Fait que les Titans auront un joueur washed en moins cette saison. Fait que, il va peut-être être là pour la semaine 2. Il va être là pour la semaine 1 ou 2. Ça va. Peut-être que Will Levis mérite sa note à Madden finalement, considérant que l'équipe ne performera pas. Peut-être que. Tu cherches le trouble. C'est pour ça qu'on va passer au prochain. Attends, on n'a même pas mentionné que Pukanakwa aussi est blessé. Fait que. Ça devrait être moins pire. On ne sait pas encore si c'est grave ou non, mais a quitté un peu la pratique d'avance aujourd'hui. On va espérer que ce soit pas trop grave pour lui. Parce que... Fait que Félix est déjà en watching list, puis on est à 4 semaines. On est encore à 1 mois du début de la saison. Voulez-vous un vrai W? Vas-y. Kent Hughes. Wentz, parce qu'une fois de plus. Wentz, parce que ce gars-là ne peut pas manquer. Il ne peut pas manquer. Et cette semaine, après, on a passé un petit peu l'ouverture du marché des joueurs autonomes, tout le repêchage, tout ça. Bam! Il y a un stretch de 36 heures où Wentz était en feu. Un homme possédé. était pop en 2007 alors qu'il performait tout le Fire and Flame sur Guitar Hero 3 là, en expert. Right. Caden Goulet, on signe à long terme. Justin Barron, on étend. Et Arbor Jacquet, on prolonge aussi la durée du contrat. Les gars, on s'assure quand même un petit peu de la brigade défensive. Puis, je veux juste qu'on s'étende un petit peu sur Kenny Goulet, parce qu'on s'entend, c'est le joueur le plus important de ces 3 joueurs-là. À quel point est-ce que c'était important de garder les services de Kenny Goulet à long terme? Idéalement, c'est ton futur défenseur, pas numéro 1, mais c'est ton futur défenseur de première paire. C'est numéro 1, numéro 2. Tu veux que ce gars-là, à long terme, joue avec soit Logan Mailloux ou David Reinbacher. Tu veux que ce gars-là soit un gros morceau de ton top 4 et même de ta première paire. C'est 5,55 millions par année, je crois, pour Caden Goulet. C'est un bon salaire. C'est pas trop imposant. 6 ans quand même. Le risque avec Caden Goulet, c'est évidemment les blessures. On l'a vu dans les dernières années. Il a tendance à se blesser un peu, souvent au goût de certains.
Mais tu sais, on voit que ce gars-là, quand il joue, est tellement bon pour un jeune défenseur. Et surtout, on l'a vu être bon en jouant de son mauvais côté. On sait qu'Aiden Goulet est un gaucher qui préfère jouer à gauche, mais par nécessité, par le fait qu'il manquait un peu de défenseur droitier à Montréal, a joué à la droite de Mike Matheson pendant un petit bout. Ça a relativement bien fonctionné pour lui et c'est une excellente chose. Si Kaiden Goulet est capable de se défendre à droite, ça amène beaucoup de flexibilité à Martin Saint-Louis et tout. La question maintenant, c'est... En fait, moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que l'agent de Kaiden Goulet a parlé un peu des négociations et il a dit Kaiden voulait signer pour 8 ans et tout. Un contrat à la Jake Sanderson, qui est un 8 par 8, si je ne me trompe pas, ou peut-être un petit peu plus pour Sanderson, mais c'est quelque chose comme 8 par 8. Et tu regardes ça, Kent Hughes a refusé de le donner 8 ans. Il ne voulait rien savoir de donner 8 ans, préféré donner 6 ans à Kaiden Goulet. Est-ce qu'on a peur des blessures? Ça se peut. 6 ans, c'est un bon compromis entre un contrat de transition et un contrat à long terme. Tu sais, c'est pas le 8 ans que Suzuki, Caulfield et Slavkovski ont eu, mais c'est quand même un engagement à long terme de ce gars-là va être un gros morceau de notre brigade défensive pendant 6 ans, 7 ans, parce qu'il est la dernière année de son contrat cette année, donc c'est des 6 saisons après l'année à venir. Écoute, c'est le premier gros morceau de la brigade qui va signer à long terme. Idéalement, tu espères que Lane Hudson, David Reinbacher, Logan Mailloux, et Arbor Xhekaj et tous ces gars-là vont éventuellement avoir leur tour aussi. Mais éventuellement, il va falloir en échanger aussi. Ces gars-là ne pourront pas tous signer un gros prix à Montréal. Mais c'est bravo à Hughes de. Éventuellement, là, ça va parce que c'est des jeunes et tout. Il va falloir se garder de la flexibilité salariale un jour. Et à 5,55, dans 5-6 ans, là, quand Demidov va avoir son gros contrat, quand peut-être Lane Hudson, Reinbacher qui vont avoir le gros contrat, un 5,55 avec un plafond qui monte, ça va très très bien se prendre pour un Kaiden Goulet qui, dans un monde idéal, va être un gros morceau sur ta première paire. Surtout que Kaiden Goulet, ce qui est un peu le narratif autour de lui, c'est que on pense juste à un gros shutdown défenseur qui puis qu'on passe sous le radar ses habiletés offensives un peu. Je dis pas que c'est Lane Hudson. Pas du tout. Mais ce gars-là est capable de skate sur un moyen temps. Il est capable de prendre une bonne chose sur un moyen temps. Et je pense que j'ai vu plus ça passer sur Twitter. Il y a plusieurs posts sur Twitter qui ont sorti. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je pense que c'était... Je me souviens plus c'était où dans la saison, mais je me souviens que c'était contre les Flyers. Oui. Owen Tippett qui charge sur l'aile gauche et qui avait enregistré la plus grosse vitesse de pointe de la saison. Je ne sais pas si c'était de même jusqu'à la fin de la saison, mais du moins, c'était la plus grosse pointe de vitesse enregistrée par la Ligue nationale à ce moment-là. Et tu as Kaiden Goulet qui, à reculons, a décidé, sais-tu quoi? Non, tu ne passeras pas. Il a tenu Owen Tippett, genre quasiment toe-to-toe, en reculant puis en allongeant le pas. Pour vrai, je pense que c'est juste plat parce que Kaiden Goulet, on n'a pas encore vu son plein potentiel un peu. Puis c'est un peu comme on dit un peu pour Juraj Slavkovski, genre juste avant qu'il éclose un peu, il y a quelque chose. Tu sais, les atouts sont là, il suffit juste un peu de confiance, puis son développement va être assuré, mais tu sais, on le sait, les défenseurs, c'est plus long à développer. Fait que moi, j'ai juste hâte parce que moi, je veux que le monde ait du love pour Kaiden Goulet autant que pour certains autres joueurs du Canadien, parce qu'ils méritent. On est capable de l'apprécier, mais je pense que ça prend je crois, personnellement, ça prend peut-être un œil plus raffiné ou peut-être un œil plus compréhensif au hockey pour vraiment apprécier ce que Kaiden Goulet veut faire. Un gros comparatif, par exemple, qu'on a au basketball, c'est un joueur comme Draymond Green. On voit juste que le gars, il se bat, mais c'est surtout ce qu'il fait qui n'apparaît pas sur la feuille de pointage qui fait en sorte que c'est un si bon défenseur. Puis là, c'est idem dans le cas de Kaiden Goulet. Là, si on commence en fait à avoir un peu de flair offensif et en fait, on va juste dire tout simplement peut-être des points sur la feuille de statistiques, fort probablement, Pop, qu'il y aura un peu plus d'amour pour Kaiden Goulet. Là. Ben oui. Mais tu sais, je pense pas que Kaiden Goulet, c'est pas un genre de défenseur. Tu peux quantifier sa valeur juste en regardant ses stats sur HockeyDB. Non, c'est ça. Non, c'est pas son rôle. Anyway, s'il est capable de le faire, fine, mais c'est pas ça son rôle. Exactement. Mais est-ce que tu vois... Tu payes pas Kaiden Goulet pour qu'il roule un avantage numérique. Tu payes pas Kaiden Goulet pour qu'il marque 50 points par année. Tu payes pas Kaiden Goulet pour son coup de patin ou quoi que ce soit.
Mais si tu payes Kaiden Goulet parce que c'est un excellent défenseur défensif et qui a un certain potentiel à exploiter, je pense encore, on mise là-dessus. Et surtout, le fait qu'on donne ce gros contrat-là, avec toute la congestion à la ligne bleue à Montréal, tu donnes ce contrat-là, c'est un message assez clair que, tu sais quoi, ouais, Kaiden Goulet, lui c'est beau. Lui, il fait partie de notre noyau. Lui, on l'a, puis lui, il s'en va pas nulle part. Puis en ce moment, c'est le seul défenseur à Montréal qui peut vraiment dire ça, dans le sens où l'autre qui a un contrat à long terme, entre guillemets, c'est Mike Matheson. Mike Matheson est un vétéran, puis on s'entend qu'il peut quitter. Il peut être échangé à tout moment, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour d'autres jeunes défenseurs. Je pense à la Innocent, à David Reinbacher, entre autres. La grosse question, c'est est-ce que vous voyez Kaiden Goulet dans 20 ans être l'objet de critiques de nos enfants sur HockeyDB, comme quoi c'était pas un si bon joueur que ça parce qu'il avait juste 15 points dans la saison, mais... Non, dans 20 ans, nos futurs enfants vont dire « Ah, il jouait contre des podcasters puis des vedettes sur Netflix. » On n'est pas encore rendu là au hockey. Je sais pas si on va être rendu là, mais non, c'est sûr. Je sais, mais... Dans 20 ans, ils vont voir son nom 6 fois sur la Coupe Stanley avec le Canadien, là, puis ils vont se dire que c'était vraiment qu'il n'était pas un mauvais défenseur. J'exagère à peine. I wish. Pour terminer un peu ce coin canadien, je tiens juste à amener un petit commentaire de nul autre que producer Oli qui jasait un petit peu de Arbor Xhekaj et qui me dit « Visiblement, les bagarreurs sont encore nécessaires dans la LNH. C'est dommage, mais au moins, Xhekaj est capable de faire plus que juste se battre. Le prix et la durée ont du bon sens. À mon avis, c'est pas ça qui empêcherait le Canadien d'aller chercher un gros nom si nécessaire. » Non, pas du tout. C'est un contrat de transition. Puis, tu sais, Oli l'a bien dit. Xhekaj n'est pas juste un goon. Xhekaj est capable de se battre, mais ça ne fait pas un goon de lui pour autant. Le Canadien aime le fait qu'il a quand même une première passe qui a de l'allure, est capable de mettre la rondelle au filet. On sous-estime beaucoup son... Tu sais, on parle beaucoup de son jeu physique et tout, puis Xhekaj, c'est pas un gars qui va te marquer 15-20 buts par année, mais c'est un gars qui met la puck au but. Il trouve la ligne de tir, puis il met la puck au but. Puis ça, il n'y en a pas... Tu sais, c'est assez précis comme talent et tout, mais ça vaut quelque chose, ça. Puis s'il est capable de faire confiance à son tir, ce gars-là a un tir qui est très sous-estimé. Puis je pense que le Canadien espère que Xhekaj va être capable de développer ce tir-là. En tout cas, s'il est capable de le développer, il va se rendre indispensable. Déjà que son jeu physique ne le rend pas indispensable, mais presque, s'il est capable d'amener un certain élément offensif en plus, là, ça devient un défenseur qui est vraiment, vraiment intéressant et qui pourrait être le prochain à signer son contrat à long terme à Montréal. C'est mieux qu'une claque à la gueule. Parmi tous les autres contrats qui ont été signés aussi cette fois-ci ailleurs dans la LNH, celui qu'on souhaitait peut-être voir à Montréal, Martin Necas, prolonge finalement avec les Hurricanes de la Caroline, un petit contrat de 2 ans, mais ce qui est sûr avec ça, c'est que du côté de Necas, j'ose imaginer que s'il veut s'en aller, c'est une bonne durée de contrat, puis ça donne certainement aussi du jeu avec les Hurricanes, parce que là, on n'est pas trop sûr où est-ce qu'on s'en va avec les Hurricanes, j'ai l'impression. Donc, Pop, je pense qu'en signant Martin Necas a un petit contrat de 2 ans. On se donne encore du bon jeu, juste au cas où que tout chire, puis on peut chipper ça. Puis pas juste ça, on sait que les Hurricanes ont dû se départir de plusieurs gros éléments parce que justement, on était à la gorge au plafond salarial. Fait que là, on a un bon prix, mais là, est-ce que Martin Necas va être dans les vrais plans? Parce que sur papier, il l'est. Sur papier, il est dans les plans. Mais... est-ce qu'il y a une équipe que... Pourquoi moi, je vois absolument le Colorado le ramasser? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois le Colorado aller chercher Martin Necas pour... Je ne sais pas, il me semble le fit il est là. Tu sais, le Colorado dans une finale d'opportunité, puis une Coupe Stanley, ça ne sera pas assez pour Nathan McKinnon, puis Mikko Rantanen, Makar, puis toute cette gang-là. Si tu rajoutes un Martin Necas là-dedans, là, le Colorado se solidifie parce que la section centrale, il va falloir que tu te battes avec Winnipeg, Dallas, puis Nashville qui vient de se renforcer énormément au free agency. Ouais. Écoute, le Colorado, pour moi, me semble ça a du sens. Je pense, je sais pas si on va le faire parce que tu sais, l'argent et tout, puis surtout qu'il va falloir signer Mikko Rantanen dans 1 an. Il y a ça aussi, est-ce qu'on va vouloir prendre le contrat de Necas et tout? Mais moi, je pense que la saison prochaine, Necas va la passer en Caroline. Je pense que ce contrat-là va le garder en Caroline au moins 1 an. Moi, c'est dans 1 an, à l'été de 2025, que là, je me dis, là, il va vraiment falloir surveiller ça. Il va être à 1 an de l'autonomie complète. Peut-être que si les Hurricanes sentent qu'ils n'ont aucune chance de le garder, tu l'échanges à une équipe que tu sais, un peu comme Matthew Tkachuk, par exemple, qui avait dit assez clairement aux Flames, moi, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas signer à long terme ici. Tu l'échanges 1 an avant qu'il devienne joueur autonome sans restriction.
tu ramasses quelque chose pour. Dans le cas des Flames, c'était Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar et un shot de première ronde. Un shot de première ronde qui avait été dans cette transaction-là. C'est un peu le même principe. Est-ce qu'une équipe, mettons, qui veut Martin Necas va le chercher pour un an au salaire qui est 6,5, je crois, qu'il touche par année avec ce nouveau contrat-là, et qui donne une extension de contrat de 7 ou 8 ans en plus? Peut-être que ça peut passer par là. Mais tu sais, ce contrat de 2 ans-là, mettons que Necas est pris en Caroline pour 2 ans. S'il veut quitter dans 2 ans, il peut choisir avec qui il veut aller, il va devenir joueur autonome. Pour moi, c'est le dénouement logique là-dedans. Puis j'ai hâte de voir. Pour moi, la prochaine saison, c'est en Caroline qui va la passer. L'année d'après, par exemple, l'été 2025, je pense que son nom, on en a parlé un peu au début de l'été. L'été prochain, vous allez entendre encore plus parler de Martin Necas dans les rumeurs de la transaction. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse sur Robert Jagr et de son lancer? Puis justement, j'étais allé voir sur NHL Edge. Moyenne de son lancer chez les défenseurs, il est dans le 93e percentile. Quand même. Puis pour le max, pour le top speed de son lancer, qui est enregistré à 90 et qui a déjà fait un shot de 102,23 000 à l'heure, percentile numéro 99. Exact. Ce gars-là, c'est très sous-estimé. Puis, comme je te dis, c'est pas un gars qui va marquer 15-20. Mais il y a un tir puissant, il y a un tir précis, puis surtout, il trouve la ligne de tir. C'est très rare. Sérieusement, vous regarderez la saison prochaine, là, à moins que ça change vraiment beaucoup, là, ce gars-là, c'est très rare qu'il prend un tir qui se fait bloquer. C'est très, 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 très rare. Encore là, c'est très pointu comme talent, mais veux pas, tu mets des rondelles au filet, suffit qu'il y ait quelqu'un qui a des vies en avant. Tu sais, mettons, tu as Slav en avant du filet avec son 6 pieds 4, 230 livres qui est là, ça fait de la place, tu dévies une rondelle, puis c'est comme ça que des buts se marquent. Fait que, avoir un gars qui la met au filet, ça vaut quelque chose. Là. Shea Weber a fait une carrière digne du temple de la renommée avec un talent niché tel qu'un tir extrêmement dangereux et violent, et ça donne qu'il était précis. Puis pendant ce temps, tu as Josh Anderson qui n'est pas capable d'encadrer une, qui est à 3 cm du filet. Ça, on n'en parlera pas. On va délaisser nos douleurs pour la saison qui s'en vient. Mais les boys, passons au basketball parce que court bloc, mais j'ai pas le choix. Il faut qu'on parle du tournoi olympique. Et puis là, cette fois-ci, on ne parlera pas trop de Joel Embiid, même si on sait que le spotlight est peut-être trop gros pour lui. Mais on arrive maintenant au quart de finale. On a eu notre première vague d'équipes éliminées. Puis pour ça, là, on a 3 équipes qui sont invaincues. On a, oui, les États-Unis. On a, oui, l'Allemagne championne en titre. Mais on a aussi le Canada, les gars, qui ont gagné leur 3e match face à l'Espagne. Cette équipe espagnole, c'est tellement un produit que j'aime. Ça fait tellement longtemps que ces joueurs-là, ils jouent ensemble. Avec Sergio Scariolo qui mène cette équipe-là, qui a juste l'air comme du Pat Riley italien sur les lignes de côté. Puis, malgré tout ça, le Canada sort première de ce groupe de la mort. On en rejoindra dans 5 minutes, mais d'ici là, on a quand même nos affrontements des quarts de finale. J'ai parlé de l'Allemagne. L'Allemagne affrontera la Grèce en quart de finale et Giannis Antetokounmpo. La Grèce qui n'ont qu'une seule victoire, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne dans le tournoi olympique. Le Canada jouera contre l'équipe hôte, la France. Donc ça va être un défi, disons-le, de taille, littéralement, pour le Canada, à savoir comment est-ce qu'on va gérer Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Le reste, je ne m'inquiète pas. C'est ces 2 joueurs-là que je suis un petit peu inquiet. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Attends qu'Evan Fournier t'en mette 40 en pleine tête, Mio. T'es même pas vrai. Dylan Brooks va en mettre 41 s'il faut. Ça va être malade. Le Evan Fournier contre Dylan Brooks, ça va être le duel. On va en parler pendant 40 ans. Man. Vraiment. Puis, de l'autre côté de la bracket, on a la Serbie contre l'Australie et le Brésil contre les États-Unis. Puis d'ailleurs, on parle du Brésil. Shout out à Bruno Caboclo. Légende des Raptors, Bruno Caboclo, qui balle totalement comme un fou dans ces Olympiques. Mais les gars, honnêtement, là, le Canada, là, je pense qu'il y a matière à rêver. On va le dire. Alors, on peut rêver. Est-ce que je crois que ça va arriver? Ça m'étonnerait bien gros tant que les Américains existent. Ça sera difficile. Mais ce groupe du Canada est tellement impressionnant à voir. Puis, on l'a vu un peu dans le match contre l'Espagne.
j'avais envoyé un message, j'avais mis entre crochets The Andrew Nemhard Game. Andrew Nemhard, qui est probablement, je pense, le 7e joueur ou 8e sur la rotation des Pacers, a connu un match quasi parfait contre l'Espagne, tandis que tu as quand même des joueurs, on va dire, peut-être de plus haut talent dans la NBA qui ne sont pas là. Et oui, il y a Andrew Wiggins, mais ça, c'est à cause, on va se dire, les Warriors ne voulaient pas qu'il aille. Puis, on manque aussi Bénédicte Mathurin et Chris Boucher. Ça revient à la question du fit. Mais bref, tout ça amène un petit peu à une question de Perron qu'on avait eue de Nicolas Leroux. Que pensez-vous de l'équipe canadienne de basketball masculin? Puis moi, je lance vraiment ça là-dessus. Elle est incroyable. Ouais, tant aussi longtemps que tu n'es pas sur le bracket des États-Unis, tu peux te permettre de rêver. Parce que, le Canada et les États-Unis ne sont pas dans le même bracket. Mais juste pour mettre ça en contexte, le Canada qui avait le groupe le plus haut, c'était le groupe de la mort, qui avait les Grecs. Les Grecs, c'est peut-être pas non plus une grosse force, mais tu joues quand même contre Giannis Antetokounmpo, qui n'est pas nécessairement le joueur le plus facile à défendre. Après ça, tu te retrouves contre l'Australie, qui, en match international, demeure une force que tu dois respecter. Et après ça, l'Espagne, qui, je dis, malgré leur âge, c'est un groupe que ça fait 15 ans qu'ils jouent ensemble et ont brièvement tenu la première tête du classement mondial pendant un bref temps, mais en tout cas, je suis content. Je pense, puis de voir les pas qui ont dû être pris pour que la formation canadienne se rende à ce point-là. Puis tu parles de la formation espagnole qui a joué 15-20 ans ensemble, là. C'est le plan qu'on a pour l'équipe canadienne. On a, il y a quelques années de ça, on a fait comme un genre de rassemblement des meilleurs joueurs canadiens, des Shai Gilgeous-Alexander, des Jamal Murray, des Luguentz-Dort, puis tous ces gars-là, j'en parle certains, là. On a fait, tu sais quoi, nous autres, notre objectif, c'est de représenter le Canada pendant 10-15 ans ensemble. On fait les compétitions ensemble, on roule ensemble, on grandit ensemble en tant que noyau. Ça devient comme la deuxième équipe des gars, entre guillemets. Puis je pense qu'on le voit dans cette compétition-là. On le voit que de plus en plus, il y a une cohésion d'équipe qui est tellement difficile à aller chercher dans les tournois internationaux. Puis, tu sais, les États-Unis restent l'équipe la plus talentueuse du tournoi et tout, mais je pense au match contre le Soudan du Sud, par exemple, parce qu'on avait failli perdre contre l'équipe du Soudan du Sud, on a finalement gagné par 1 point et tout. D'ailleurs, beau tournoi du Soudan du Sud, juste, ils se sont fait éliminer, mais juste, même applaudissement pour le Soudan du Sud que personne n'attendait, puis ils ont quand même été capables de se défendre et tout. Mais tu sais, tu regardes ça, il y a une cohésion d'équipe qui est peut-être pas tout le temps présente chez les Américains, qu'on a au Canada et que cette équipe-là est en train de vraiment développer et même qui est déjà développée. Puis c'est pas. Shai Gilgeous-Alexander est de loin le joueur le plus talentueux de cette formation-là. Mais il y a des bons joueurs autour de lui, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas besoin d'être le héros à chaque match. Tu regardes ça. Il n'y a pas besoin d'être Giannis Antetokounmpo avec les Grecs. Exact, c'est ça. On niaisait un peu avec Dylan Brooks. Dylan Brooks, en matchs internationaux, est un sacré joueur. Luguentz-Dort est très, très solide pour des matchs internationaux comme ça. Jamal Murray, c'est pas toujours facile, mais quand Jamal Murray est en feu, ça reste Jamal Murray. Là, c'est un joueur qu'il faut que tu prennes au sérieux. Les Timberwolves l'ont bien vu. C'est ça. C'est ça. Quand il marquait des buzzer beaters désagréables. Là. Mais tu regardes ça, tu dis il y a une cohésion, puis cette équipe-là est bien rodée. Là, la France, ça va être un gros défi parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement la taille pour répondre à Wembanyama et Rudy Gobert. C'est deux gars que veut pas, c'est pas le fun de les affronter parce que c'est deux grands joueurs. Puis bonne chance pour trouver probablement 2 des 3 meilleurs rim protectors sur la planète. Là. Exact. Honnêtement, c'est les 2 meilleurs. Là. Je pense que c'est les 2 meilleurs, puis il y a une bonne coche en arrière d'eux. Là. Puis tu regardes ça, tu te dis, ça va être un défi. Mais si tu es capable d'aller chercher, mettons, du périmètre, je pense à un gars comme Dylan Brooks qui va vraiment devoir avoir un gros match. Un gars comme Shai Gilgeous-Alexander, c'est un match. Tout peut arriver en un match. Tu sais, c'est cliché un peu, mais tu as besoin d'une bonne sortie. Puis après ça, tu te ramasses, c'est la Grèce qui joue contre, je crois que c'est l'Allemagne. Sérieusement, le gagnant de Grèce-Allemagne, c'est tellement prenable pour l'équipe qui va gagner ce match-là. Tu arrives en finale après, assuré d'une médaille. J'aime les espoirs de médaille pour le Canada. Est-ce que je pense que ça va être la médaille d'or? Tu sais, veut pas les États-Unis, ça reste l'équipe des États-Unis. Mais il faut respecter cette équipe américaine-là qui veut pas. Jason Tatum, des fois, est le 15e homme. Ça n'a aucun maudit bon sens, là, mais tu regardes ça, tu te dis, cette équipe-là, l'équipe américaine est tellement talentueuse, mais l'équipe canadienne, il y a cette cohésion-là et tout, puis je pense que si on bat la France, c'est presque assuré qu'on repart avec une médaille et qu'on va être de la finale. Que ce soit la médaille d'or, la médaille d'argent,
Allemagne-Grèce, Giannis ne peut pas battre le Canada à lui seul. Puis c'est pas l'Allemagne qui va battre le Canada non plus. Non, vraiment, mais c'est ça pour dire, c'est tellement. Sous-estime un peu trop Dennis Schroeder en matchs internationaux. Je déteste Dennis Schroeder. Non, mais l'Allemagne ont été dangereux. Je déteste Dennis Schroeder. Je sais rappeler, ce sont les champions du monde en titre. Oui, je sais. Mais tu sais, j'ai quand même l'impression que le Canada peut battre l'Allemagne. Ouais. Ça va être assez. On va jaser la semaine prochaine quand Canada va réussir tous ces exploits-là. Mais on va poursuivre parce que c'était quand même une question de Perron d'église qu'on avait de Nicolas. Mais on en a reçu d'autres aussi. Une provenant de Marc-Olivier Cook qui demande « Quel sport aimeriez-vous voir aux Jeux olympiques autant été que hiver? » Puis il s'en va aussi sur une deuxième question. Ben, avez-vous suivi les Jeux? Et si oui, quel a été votre moment préféré? Pop? Qu'est-ce que tu verras aux Jeux olympiques? C'est pas un sport qui est très connu, mais j'ai vu passer, je pense que c'est en Allemagne, je pense. C'est du genre du soccer sur glace. Tu sais, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un sport d'été transformé en hiver. Du tennis sur glace, mettez-moi ça n'importe quand. Moi, ça serait le genre de shit que je veux voir aux Olympiques. Fait que mettons prendre le hockey sur gazon puis le mettre sur glace, c'est ça que tu aurais de me dire? Non, ça c'est une idée de merde, ça. Ça ne marchera jamais, ça. Mais pour vrai, ce que j'aimerais voir aux Olympiques, mettons un vrai sport là, qui existe pour vrai. Bon, le baseball, c'est sûr, c'est un choix facile. Moi je te dis tout de suite, c'est le mien. Moi, je sais que ça s'en vient en 2028. Je regarde ça puis je me dis ce serait le fun qu'il y ait du baseball aux Olympiques. Mais ce serait le fun qu'on ait un autre Shohei Ohtani, Mike Trout. Même si Mike Trout, en tout cas, les problèmes de blessure, là, mais ce serait le fun qu'on ait... Non, mais tu sais, qu'on ait un autre moment comme ça. Tu sais, je sais pas, quelque chose de même. Moi, ce serait le baseball. J'essaie... Je me demande si on serait capable de mettre un affaire de genre sport automobile un peu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de F1, genre? Pas nécessairement de la F1, mais tu sais... Genre, je sais pas, du rallye ou quelque chose de même, quelque chose genre un sport motorisé. Genre de sport motorisé, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça pour les Olympiques. Tu sais, on a fucking mis du breakdance, là. On peut. De la course de pick-up. C'est déjà qu'on a nos représentants de la BTB là-bas. Là. Non, la BTB, on gagne l'or avec ça, là, puis c'est même pas, un débat, ça serait un pop. En fait, tu une course de 4x4? Wow. Tente-moi pas. Je vais aller faire mon permis demain matin pour ça. Hey, moi j'en ai un. C'est parce que moi j'en ai un vrai sport, mais je sais que vous attendez pas à ça, mais c'est un truc là, j'observe beaucoup. Mes amis se mettent beaucoup à jouer à ça dernièrement. Là. Le pickleball. Pour vrai, je suis encore surpris que ce soit pas déjà aux Jeux olympiques. Ouais, c'est vrai. À la vitesse que ce sport-là grandit, puis on commence à le voir de plus en plus parce que le pickleball, c'était beaucoup associé à des personnes âgées. Là, on est en train de se rendre compte. Mais là, c'est ça, là. Plus ça avance, plus on brise le stéréotype, puis on se rend compte que c'est un vrai de vrai sport, là. Fait que je sais pas si c'est déjà annoncé pour 2028, mais pour vrai, je suis déjà surpris que c'est pas des Jeux olympiques en ce moment même. Tout ce que j'ai à dire, Pop, c'est que tu ne peux pas sous-estimer le sport du pickleball tant que tu ne viennes pas jouer dans la ligue civile de Rosemère du jeudi soir. Il y a de la bonne compétition là-dedans. Il y a de la bonne compétition là-dedans. Joues-tu? Comment? Joues-tu? Est-ce que toi, tu joues? Oh, non, je suis pas... OK. Ça va la ligue, mais c'est ça. Non, mais Chris, il y a du monde là-dedans qui sont bons. Oh, j'en doute pas. Mais moi, je veux te voir en action. Non, dites-le nous en commentaire. Est-ce que vous voulez voir Mio s'essayer au pickleball, oui ou non? J'étais dans un camp de jour de tennis cette année quand j'avais 11 ans là, ou 10 ans, je ne m'en rappelle plus. Ça y est, Mio pickleball, c'est décidé. C'est décidé. Dans mon pickleball era. On va les chroniques de Mio pickleball. La classique, le open, la triple menace de pickleball, la boîte des filions. On organise ça, on va te régler ça. Ah, bois des filions. Pourquoi BDF Pop? C'est la première ville, ça arrive nord que j'ai pensé, pour vrai. De pas
puis la Rive-Nord. Nomme-moi une ville sur la Rive-Nord. Je pense pas que Bois-des-Filions va être la première qui va sortir. Non. Félix et moi, on a été à l'école là, pendant 3 ans. Jamais. J'aurais jamais nommé Bois-des-Filions comme première. Jamais. C'est Boisbriand, j'avais. En tout cas, J'aurais bref. nommé Boisbriand. Bref, puis Cook demande aussi si on a suivi les Olympiques. J'essaye, par la nature des choses. On a un 6 heures de décalage avec la France, qui fait que c'est pas toujours facile de suivre. Puis, petite morale, mais je parle peut-être plus Félix et moi, mais on grandit, l'été, on fait autre chose, on travaille, on a peut-être un petit peu moins le temps de suivre ça. Mais écoute, j'essaye. Pour ce qui est du basketball, c'est sûr que le plus possible, je vais regarder ça. Les grosses compétitions, aujourd'hui, en ce dimanche, les courses, la déception qu'a été la performance d'André Degrasse, mais en même temps, cet alignement-là de coureurs était absolument stacked et c'est sans surprise Noah Lyles qui a gagné, mais il a gagné c'était un 5 millième de seconde. C'était fou. J'essaye. J'aimerais ça plus, mais c'est difficile. Ouais. C'est honnêtement même chose. Je veux dire, j'aimerais ça. C'est que ça roule tout le temps aussi. T'en suis un, il y en a 3 autres en même temps. Puis tu regardes de quoi ça va, les émissions de couverture, là, c'est hop, on passe à la prochaine heure, on passe à la prochaine heure. Ça va tellement vite et tout. Puis d'ailleurs, bravo aux chaînes qui donnent un petit peu des compétitions complètes. Il y a des chaînes qui font ça, qui donnent des couvertures un peu plus complètes de chaque événement. Puis ça, c'est super bien fait. Honnêtement, le match de tennis de ce matin entre Djokovic et Alcaraz, c'était quelque chose. C'était tout un événement. Puis, de voir les deux gars, c'est tellement pas la première fois que ces deux gars-là jouent des gros tournois et tout, mais à la fin, Djokovic qui l'a dit, c'est le plus beau moment de ma vie. C'était fou. Puis, Alcaraz qui est défait, qui vient de battre Djokovic plusieurs fois consécutives. D'ailleurs, pas plusieurs fois consécutives, mais plus d'une fois. Puis, lui qui est défait dans cette finale-là, est incapable de parler complètement. Il y a une émotion, il y a quelque chose qui était différent d'habitude. Puis c'était vraiment un match qui était intense et tout. Puis c'est les deux meilleurs joueurs de tennis au monde qui s'affrontent. Puis ça a donné un autre match classique entre ces deux-là. Puis ça a été, pour moi, c'est mon moment fort des Jeux Olympiques pour le moment. Moi, je vais juste aller à contre-courant pour dire que j'écoute pas les Olympiques parce que je manque de temps, mais c'est juste parce que je m'en fous. Pour vrai, je vais sonner harsh, mais pour un gars qui tripe sur le sport, pour vrai, les Jeux Olympiques, moi, ça me move pas. Et spécialement les Jeux Olympiques d'été, là. T'es-tu un gars de Jeux Olympiques d'hiver ou t'es juste un gars de hockey aux Jeux Olympiques d'hiver? Je pense que je suis plus un gars de hockey aux Jeux Olympiques d'hiver. Okay. Pour vrai, tu sais, je comprends l'importance, la portée, le prestige des Jeux Olympiques, mais je suis comme correct, fun, faites vos trucs, mais tu sais, moi, en ce moment, j'écoute plus je suis beaucoup plus la MLB que les Jeux Olympiques. Oui, honnêtement, moi aussi. Écoute, Pop, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui partage le même point que toi. Je pense que maintenant, les grandes villes, il n'y a plus personne qui veut avoir les Olympiques maintenant. Là, c'est ça l'affaire. Puis je me souviens plus c'est dans quel contexte, puis avec qui que j'osais de ça. Mais il avait dit, genre, une affaire, puis moi, j'avais dit, genre, c'est bold d'assumer que dans 20 ans, on va encore avoir des Jeux Olympiques. Ça se peut. Parce que c'est tellement devenu énorme qu'il y a plus grande ville qui peut se payer ça. Puis là, on voit des reportages sur genre des anciennes villes olympiennes qui, genre, leurs installations olympiques sont en ruine en ce moment. C'est l'une des prédictions. J'ai un petit problème de ce côté-là. C'est définitivement l'une des prédictions de tous les temps que tu nous amènes là, Pop, mais on va en jaser dans 20 ans. Espérons que la triple menace est encore là dans 20 ans. Touche du bois. La prochaine question nous parvient de Producer Oli qui demande... Nous provient plus qu'elle nous parvient. Ouais, c'est ça. Hein. Nous provient mieux. Quand l'école va recommencer, je reprendrai mon bon français. Cet homme fait un cours en communication à l'UQAM, soit dit en passant. Exact. Exact. C'est pas très inclusif de ta part, Pop. Bref, Producer Ali qui demande tout bonnement les Blue Jays, bon, c'est pour quand? Pas tout de suite. Je sais que les Jays espèrent 2025. OK. Pour ceux qui ont regardé des gars comme... Est-ce que tu es capable de... Est-ce que c'est qualifiable? Est-ce qu'il y a un temps qu'on peut se dire oui, c'est possible en prenant en considération la banque d'espoir qui s'en vient, ou est-ce que ça va être une surprise quand ça va arriver?
L'affaire, c'est que les 12 prochains mois, les 18, mettons, les 18 prochains mois vont tellement être importants à Toronto que ma réponse peut vraiment changer selon ce qui se passe dans les 18 prochains mois. En assumant qu'on va signer Vladimir Guerrero Jr. à long terme, en assumant que Bo Bichette part d'ici la fin de la prochaine saison, et en assumant qu'on va échanger d'autres joueurs d'ici la fin de leur contrat, d'ici 7-8 ans, peut-être, je vois une fenêtre s'ouvrir pour les Jays. Peut-être un peu avant, mais tu sais, je pense que 2025, on va essayer d'être compétitif. Ça va être un constat d'échec. Je crois à Toronto. Je ne crois pas vraiment en ce noyau-là pour 2025. Je pense qu'après ça, 2026, ça va peut-être être 2026-2027. Je pense que ça va être des années où est-ce qu'on va peut-être prendre un pas de recul. 2028, peut-être redonner. Tu sais, encore là, c'est en assumant que Vlad reste, en assumant que Bo Bichette quitte et tout. Mais tout ça, ça peut changer, là. 2028, pour moi, tu redeviens peut-être compétitif un peu. 2029, tu commences à devenir sérieux. 2030, là, tu commences à être un vrai prétendant dans un monde où tout va bien. Tu sais, 2030, tu as une équipe avec Vlad où Vlad est idéalement encore capable de bien frapper une balle. Les jeunes que tu vas obtenir, que tu as déjà obtenus et que tu vas obtenir vont être prêts à graduer à avoir un impact. Puis tu sais, encore là, je veux dire, la banque d'espoir au baseball, le développement au baseball, c'est une game tellement... Pour les gens qui ne sont pas initiés au baseball, là, c'est tellement loin. Le hockey, c'est long avant que les joueurs arrivent. Dans le fond, c'est simple. Un espoir au baseball, c'est comme un gardien de la LNH, sauf que tu n'as pas juste quelques gardiens, tu as juste des gardiens dans ta banque d'espoir. C'est du développement. Tu as quelques exceptions, là, mais c'est tellement long, c'est pas linéaire et tout. C'est compliqué de développer des espoirs au baseball. Je pense que les Jays peuvent espérer. En tout cas, on espère être compétitif l'an prochain à Toronto. Je pense que ça va être un échec. Idéalement, d'ici quelques années, les Jays vont redevenir bons, mais je pense qu'on va avoir peut-être 2-3 pas en arrière à faire avant de. Je pense que ce noyau-là, la date de péremption est arrivée, malheureusement. Oh. En fait, la date de péremption est arrivée quand les Jays ont manqué les séries en 2021. Tu peux me sortir de l'argument qui est arrivé en 2022 quand Seattle les ont. Quand Carlos Santana a envoyé un circuit pour éliminer les Jays, la fameuse remontée contre Alek Manoah. Mais je vais être comme Mio. Mio parle beaucoup des Jays de 2015-2016. Mais moi, les Jays de 2021, man, they were special. Special. Avec Marcus Semien qui finit 3e MVP, puis Vlad qui finit 2e avec quasiment 50 circuits. Man, this team was special. Ils ont manqué les playoffs. À la dernière game de l'année. Ouais, ça c'était fou. Les Yankees, les Red Sox étaient qualifiés la dernière journée de l'année, puis Toronto l'avait perdu. Puis c'était pas les Rays aussi. Il y avait 2 équipes qui se sont fait sortir. Non, c'était les Yankees, les Red Sox. Il y avait les Jays, il y avait les Mariners aussi. Les Mariners. Qui étaient dans le mix. Ouais, les Rays avaient gagné la division. C'est dans le temps où les Orioles étaient encore pour. C'est ça. Puis les Rays avaient gagné la division. Puis c'était entre ces 4-là. Puis les Yankees étaient comme la meilleure. Tu sais, c'était vraiment eux les meilleurs positionnés. Fait qu'en fait, en théorie, c'était les Mariners, les Blue Jays puis les Red Sox pour les 2 derniers spots au wildcard. C'est les Blue Jays qui ont écopé finalement. Puis tout s'est décidé la dernière journée. C'était fou, ça. C'était vraiment fou. Je m'en souviens, ouais. Et la dernière question du Perron d'Église et ce qui mettra fin à l'émission nous arrive de Mathieu Vachon qui pose la question: comment Kent Hughes, alias Went Woogs, fait-il pour signer ses joueurs à très petit prix, quasiment à rabais, dans un marché où les taxes sont les plus hautes de la Ligue nationale de hockey? La culture d'entreprise. C'est oui, le même. Il y a ça. Ouais. Parce que c'est connu. Quand Nick Suzuki a signé son contrat, on s'est dit il n'y a personne qui va aller plus haut sur le cap salarial que Nick Suzuki. Puis on l'a vu encore cet été avec Juraj Slafkovský. Puis c'est le fun parce que la culture d'entreprise fait en sorte que tes blue chips, tes meilleurs prospects peuvent adhérer à ça. Tu sais, le monde dit encore que Cole Caulfield a été innocent que le sacrement pour avoir laissé de l'argent sur la table pour signer un contrat comme il a signé. Puis, d'après moi, tout le monde achète. Tout le monde achète le plan. Puis, c'est peut-être un signe qu'à l'interne, on est satisfait un peu de la reconstruction. C'est sûr qu'il va falloir avoir des résultats à un moment donné. Mais à date, les joueurs importants de l'organisation sur la patinoire, tout le monde achète. Et là, je me demande, est-ce que Caden Goulet va servir de référence un peu, mais pour les futurs défenseurs, les Logan Mailloux,
les Lane Hudson, peut-être les David Raman. En bas de 5.5, ça serait peut-être un peu trop. Je pense C'est pas. ça, parce que c'est ça. Tu compares du 6 avec du 8 ans, possiblement. Ouais, je non, pense que c'est ça qui va changer. Mais je pense que ça part de la culture d'entreprise. Puis je pense que c'est ça que Ken Hughes voulait amener quand il a été amené comme directeur général pour cette reconstruction-là. Et là, on le donne. Parce que, tu sais, tout le monde regarde Toronto en ce moment. Tout le monde regarde Toronto depuis 5 ans. Ouais. Les Matthews, Monner, Tavares, tout ça, tout le monde sait, tout le monde voit à quel point ça a été un échec. Et là, on n'est encore pas sûr du côté de Toronto si on retourne avec le même plan pour espérer avoir des résultats différents ou on se décide un an trop tard, peut-être quasiment 2, de briser ce fameux core 4-là en attaque. Mais les autres directeurs généraux, puis les joueurs aussi, les joueurs le savent que tu sais, c'est le fun de faire 10, 11 millions, mais c'est aussi bien le fun d'en faire 7, 8 aussi, là, tu sais. Est-ce que tu as vraiment besoin de 11 millions quand tu en fais vraiment 5? C'est un peu mon commentaire là-dessus. Je pense que les joueurs s'en rendent compte que des fois, il faut laisser de l'argent sur la table, puis en prendre une pour l'équipe, puis essayer de faire en sorte d'être au moins compétitif pour les prochaines années. Puis je pense que ce que le Canadien fait, du moins pour ces jeunes joueurs, c'est ça qu'on est en train de voir présentement. Moi, je vais amener un point, tu sais, t'amenais le fait que l'échelle salariale et tout, puis personne ne gagne plus que Suzuki. Tu sais, il faut aussi rappeler que quand Kent Hughes a dit ça, que oui, personne ne va faire plus d'argent que Suzuki, c'était en lien avec les joueurs qui finissent leur contrat d'entrée. Tu sais, c'est pas, mettons, là, demain matin, Leon Draisaitl devient joueur autonome, là. Le Canadien ne se limitera pas, il ne donnera pas 7.8, 7.0 parce qu'il ne faut pas donner plus que Suzuki. Tu sais, c'est vraiment le référent pour les gars qui sortent de leur contrat d'entrée. On l'a vu pour Cole Caulfield, on l'a vu pour Juraj Slafkovský et même dans une certaine mesure pour Kaiden Goulet, même si là, on n'était pas proche. Puis je pense que personne n'aurait donné le Kirby Dach avec son contrat. Kirby Dach, New York, on est allé pour des contrats plus de transition et tout. Mais tu sais, je veux aussi amener un certain bémol dans le sens où Kent Hughes fait des super bons contrats et tout. Puis il n'y a aucun de ces contrats-là que je n'aurais pas signé si j'étais le Canadien. Mais en ce moment, on reste quand même dans la partie facile des choses. Tu sais, là, c'est pas le bout, est-ce qu'il faut que tu commences à payer tout le monde. Puis oui, il y en a quelques-uns qui ont été payés et tout, Suzuki, Caulfield, Slafkovský, mais là, pour le moment, tous ces contrats-là paraissent bien parce qu'on mise sur le fait que ces gars-là vont se développer, vont atteindre la vitesse supérieure et tout, puis ça va devenir des aubaines. Mais on le sait, le développement, c'est pas linéaire. Il y a des gars qui peuvent stagner pour 1001 raisons. Pensez à quand Alex Galchenyuk a marqué 30 buts. Alex Galchenyuk marque 30 buts, tout le monde se dit « Ah, ça y est, ce gars-là, c'est notre futur centre numéro 1. » Ça peut dérailler vite. Centre-Ouelier numéro 1, ça, c'est la vraie question. C'est ça. On savait pas si c'était centre-ouelier, mais on savait que c'était le numéro 1. On savait qu'il était sur le premier trio. Ça peut dérailler vite. Puis j'espère que tous ces contrats-là vont super bien vieillir puis me faire mal paraître et tout. Mais c'est le bout facile en ce moment. Puis il y en a qui vont mal virer. Peut-être que dans 2 ans, Kaiden Goulet va être tout le temps blessé, va avoir régressé, puis on va se dire 5.5, c'est lourd un peu sa masse pour un gars qui n'est jamais là. Ça se peut qu'on se dise ça. Puis là, ça va bien, puis je pense que ça va bien. Je vois pas quelque chose qui va mal en ce moment. Moi, ma question aussi, c'est de savoir quand Ivan Demidov va avoir fini son contrat d'entrée, s'il devient vraiment le joueur qu'on pense qu'il va devenir. Est-ce que le Canadien va dire « Ouais, non, on ne signera pas pour plus que 7.8, 7.5 ». Je pense que, en même temps, si c'est ta culture, là, en ce moment, ça va bien. Mais attention, juste calmons un peu le jeu quand même. L'échelle salariale va bien, la culture d'entreprise, tu l'as dit, ça va très bien, mais ça reste le bout fascinant. C'est comme on parlait quand Kent Hughes a échangé Artturi Lehkonen, Ben Chirot et tout, puis il a été chercher des gros prix. C'est le bout facile, ça. Là, c'est quand on va arriver au bout où l'équipe va aspirer à aller aux séries tout le temps et tout, puis là, cette culture-là va être vraiment testée parce que tu as des gars qui vont se dire hey, peut-être que moi, je peux aller faire plus en allant ailleurs, puis les négociations vont finir par moins bien aller et tout. Il y a ça aussi, il faut faire attention, puis j'ai hâte de voir comment les prochaines années vont être gérées. Parce qu'on a acheté des très bonnes bases. Maintenant, il faut continuer sur ces bonnes bases-là à Montréal. Je te dirais même que le bout qui va commencer à être difficile va s'en venir dans quelques semaines. Dans quelques mois. On va commencer à avoir des attentes du côté des partisans. Ah non, mais ça, ouais, ça se peut, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était l'année prochaine. Pas cette année. Je pense que c'est cette année, ça va être. Honnêtement, je m'attends à une autre année difficile. Mais là, après l'année prochaine, après l'année qui s'en vient, tu as Christian Dvorak qui est parti.
Joel Armia qui est parti, les contrats de Josh Anderson, Brendan Gallagher, 1 an de moins, Carey Price, il te reste 1 an à le payer, puis considérant que la grande majorité de son salaire va être payé le 1er juillet, peut-être que tu es capable de le refiler dans une dompe à contrat rendu là si tu veux aller te chercher un petit peu plus d'argent ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours vu 2025-2026 comme étant la grosse saison parce que là, il va falloir tourner le coin. Mais c'est sûr que tranquillement, pas vite, c'est beau, le premier trio est bon, puis on va voir les jeunes arriver, puis mais éventuellement, c'est vrai qu'il va y avoir des attentes, il va falloir naviguer ça, puis ça se peut qu'il y en ait dès cette année, puis il va falloir, si l'équipe se met à ne pas répondre, cette année, je pense qu'on va encore avoir du lousse, mais mettons qu'en 2025-2026, ça va mal à Noël, l'équipe est à peu près 500 hors du portrait des séries, là, Martin Saint-Louis va peut-être commencer à sentir la chaleur. En ce moment, c'est difficile de juste s'imaginer ça, mais ça change vite dans le monde du sport, ça change vraiment, vraiment. Définitivement. Puis c'est quelque chose qu'on ne va pas être prêt d'en voir la fin. Définitivement pas. Les gens vont commencer à avoir des attentes sur les Canadiens et ça, on va en entendre parler toute la saison. Mais mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on avait pour vous à la triple menace. On vous remercie d'avoir passé la dernière heure et demie à nous entendre parler de sport. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment via la page Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, écouter tous nos épisodes précédents, ainsi que participer à tous ces beaux projets tels que le Perron d'Église. La semaine prochaine, on a un épisode très spécial pour vous où on ne va pas tant se fier à l'actualité, mais on va se fier à des petites questions du public qu'on s'est permis de vous demander. Donc, on a très hâte de vous présenter ça. Et après ça, on a des beaux projets qui s'en viennent par après, vu qu'on s'approche de la saison de football. Je dis ça, je dis rien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace et ciao, ciao!